j'ai tout lâché, j'ai plus des études, j'ai rien, je suis à la maison, il faut que j'attende 3 mois, je vais juste me laisser mourir en fait, c'est pas possible. Je raccroche décomposée. Et puis là, je vais voir cette amie chrétienne qui travaille dans une boutique. On va prier dans l'arrière-boutique et tout. Elle prie que Dieu lui ouvre une porte, tout ça. Je sors et genre, même pas une semaine après, je reçois un coup de téléphone. « Ah, il y a une place ce jeudi !» J'étais là, non. Et du coup, je me suis fait hospitaliser. Et je suis partie en clinique, mais j'étais vraiment déterminée à lire la Bible et puis à découvrir qui était Dieu en fait. Bonjour, bienvenue à notre émission Femmes en réveil. Aujourd'hui, nous avons un cœur à cœur avec Charlotte. Bienvenue Charlotte. Merci. Écoute, on va sans plus tarder parler des troubles alimentaires aujourd'hui. Et j'aimerais bien que tu nous expliques en fait comment on sait, parce qu'il faut qu'on prenne soin de notre corps, il faut qu'on s'alimente bien, qu'on prenne soin de nous. Mais c'est à partir de quand qu'on est dans un trouble alimentaire et qu'est-ce que c'est ? Oui, alors c'est intéressant comme question. Les troubles du comportement alimentaire, comme son nom aussi l'indique, c'est un trouble du comportement, ce qui fait que c'est un comportement anormal face à la nourriture en fait. C'est le rapport à la nourriture qui est totalement comme biaisé. D'accord. Et en fait, on s'en rend compte à partir du moment où on sait que 80% de nos pensées, elles sont focus sur qu'est-ce que je vais manger, quand je vais le manger, de quelle manière je vais manger, enfin genre toutes ces questions autour de la nourriture. D'accord. Et puis, qu'est-ce que ça suscite chez nous quand on voit de la nourriture, quand on parle de nourriture. Et si ça suscite de l'angoisse, du stress, des pensées de planification, toutes des choses comme ça, là, c'est le moment de s'inquiéter, pour dire comme ça. Après, c'est pas facile de s'en rendre compte des fois. Et ça met du temps à émerger jusqu'à se dire, en fait, j'ai un souci là. Oui, donc il y a ce côté un peu obsession, quoi. Oui, c'est une obsession vis-à-vis de la nourriture. Et est-ce que on peut considérer même, est-ce que les excès de table, c'est quelque chose qui est aussi un trouble ou pas forcément ? Je dirais pas que c'est un trouble. Je dirais que c'est plus en lien avec la maîtrise de soi. Mais le trouble, il vient quand vraiment c'est dans les pensées en fait, que ça nourrit des pensées d'obsession ou que, par exemple, si tu fais un excès de table, je dis pas que c'est bon de faire un excès de table, mais dans le sens, si après l'excès de table, le soir même, le lendemain et le surlendemain, tu penses à cet excès en disant qu'il faut que tu l'élimines, qu'absolument il faut que tu fasses du sport et tout ça, là c'est obsessionnel quelque part, donc il y a un problème. Maintenant, je pense qu'on a tous ce côté à être, beaucoup en tout cas, à être un peu gourmand et puis peut-être manger une part à trop de dessert, mais en soi, ça c'est plus relatif, je dirais, à la maîtrise de soi qu'un trouble. D'accord. Écoute, j'aimerais bien que tu nous partages ton histoire. Comment est-ce que toi, tu as été connectée à tout ça et comment Dieu t'a parlé à travers ce vécu. Alors moi, j'ai baigné dans le sport de compétition très très jeune. Je suis née dans une famille qui n'est pas chrétienne. J'ai jamais entendu parler de Dieu. Moi, Dieu, c'était vraiment l'inconnu, quoi. Jamais entendu parler. Sauf à l'école, peut-être 1 ou 2 fois comme ça, mais voilà. J'ai grandi dans le sport, dans le ski alpin et la natation. Je faisais les 2 sports un peu en parallèle jusqu'au lycée. Je faisais encore les 2 et après j'ai choisi en fait de choisir le ski plus dans une voie professionnelle dans le but d'enseigner et de continuer la natation pour performer puis aller à haut niveau en fait. D'accord. C'est dans cet environnement-là que j'ai grandi avec beaucoup de pression, mais que je me mettais moi-même. Mes parents, ils m'ont jamais mis de pression, mais moi, oui. Et en fait, je cherchais toujours à développer ce mensonge un peu de « je dois performer pour être aimée ». Et puis de toujours performer, que ce soit à l'école, dans le sport, toujours perfectionniste, hyper anxieuse aussi. Et en fait, j'avais pas vraiment de vie sociale parce que j'étais persuadée que j'étais née pour ça. Et du coup, pour moi, passer du temps avec mes amis, discuter, c'était pas du tout important, quoi. C'était vraiment secondaire. Donc, j'avais un peu des œillères et puis je nageais énormément. J'avais beaucoup d'entraînement. Pendant les vacances, c'était le matin, le soir, 2 fois par jour. Donc, c'était pas des vacances, du coup. Entre deux, je bossais mes cours. C'était un rythme très soutenu. Et en fait, j'avais pas le temps de me poser. Ce qui faisait que j'avais pas le temps de réfléchir aussi à toutes ces questions existentielles sur le sens de la vie, qui je suis, pourquoi j'ai été créée, tout ça. J'avais juste pas le temps, c'était la course contre la montre, quoi. Et arrivé à un moment donné, la machine a explosé. Je suis arrivée à l'université et en fait, je l'ai continué donc à nager encore plus dans un club.
Et puis, mon but, c'était les Jeux Olympiques. Hein. C'était vraiment mon but depuis toute petite. Tous les jours, je me levais pour ça, en fait. C'était ma raison d'exister. Et puis, du jour au lendemain, en fait, tout s'est arrêté parce que j'ai surmené mon corps. En fait, je ne l'ai jamais écouté. Pour moi, le repos, ça n'existait pas dans le sens où, même si mes parents ou mes entraîneurs me parlaient de repos, moi, je ne comprenais pas, en fait. J'étais là, non. Du coup, me reposer, rester une journée sans nager ou m'entraîner, c'était waouh, c'était quelque chose, quoi. Tant que j'ai pu, j'ai tiré sur mon corps, tiré, jusqu'à ce qu'il explose. Quand il a explosé, il y avait une certaine, je dirais, colère, de dire, mais en fait, pourquoi ça m'arrive à moi? Puis en fait, j'en voulais à mon corps. Pourquoi je t'en veux, quoi? Pourquoi tu me lâches? Pourquoi maintenant? Pourquoi les autres, ils peuvent continuer et puis moi, je peux pas? Et exploser, c'est quoi exactement qui s'est passé? En fait, du jour au lendemain, après, il y a eu plusieurs blessures, des signes avant-coureurs un peu. Style, au lycée, j'ai été hospitalisée pendant plusieurs jours parce que j'ai eu beaucoup de saignements. Enfin, il y avait plein de signes de fatigue. Précurseurs, j'ai eu plusieurs blessures. Je me faisais des tendinites par-ci, par-là. Mais à chaque fois, en fait, j'essayais de passer à côté dans le sens... Une fois, je m'étais subluxé l'épaule. Et puis... J'étais là, non mais c'est pas possible, il faut que je continue de m'entraîner. Dans 2 mois, il y a les championnats de France, je peux pas juste arrêter. Et en fait, j'ai continué de nager, mais à un bras par exemple. Et après, je m'entraînais à la maison, je faisais du vélo d'appart, je faisais des séances de gainage, de muscu, mais qu'en immobilisant le bras en fait droit. Donc en fait, j'ai toujours réussi un peu à continuer avec le reste du corps qui me restait. Et à chaque fois, je mettais de côté la partie qui était blessée en fait. Ça, je l'ai tenu pendant un moment, jusqu'à ce qu'un jour, en fait, tout explose. C'est-à-dire que littéralement, je pouvais plus juste monter les marches d'escalier. C'était costaud, quoi. Et malgré ça, j'essayais d'aller à l'entraînement parce que j'étais là. Non, mais je vais le faire au mental, je vais y arriver, je suis forte, tout ça. Et j'allais à l'entraînement, en fait, je nageais 100 mètres, quoi, et j'en pouvais plus. Du coup, je sortais de l'eau et j'étais encore plus frustrée parce que je voyais tous les autres nager et moi, je pouvais plus nager. Du coup, du jour au lendemain, ça a fait ça. Et en fait, en parallèle, j'avais aussi la maladie de Lyme qui s'est développée. Je ne sais pas si tu connais un peu cette maladie. C'est quand il y a une tique, donc c'est une petite bête, un insecte que tu trouves dans la forêt, puis ça te pique, puis ça transmet ce qu'on appelle la borréliose. Et puis quand c'est infecté, c'est une maladie qui est pas très connue, un peu plus aujourd'hui, mais ça développe plein de symptômes chez différentes personnes. Il y en a, ils ont des problèmes de mémoire, il y en a, ils peuvent plus se lever de leur lit, il y en a même, ça développe des cellules cancéreuses, enfin, ça peut faire plein de trucs en fait. Et puis, moi, en parallèle, j'avais ça. Du coup, j'avais et le surentraînement et cette maladie. Et puis, j'étais là, bon. Et en fait, je dormais 12 heures par nuit et j'étais encore fatiguée le matin. Je me levais et j'en pouvais plus. Donc j'ai continué mes études à l'université, malgré ça, qui étaient des études en sport, bien évidemment. Donc je devais faire des disciplines aussi sportives. C'était hyper dur pour moi de tenir le rythme. Petit à petit, je coulais. Puis je pense que en plus de ça, c'est ajouter le fait que mon rêve s'arrête du jour au lendemain. Ça veut dire que ça fait 20 ans que dans ma tête, tous les jours, je me lève pour aller au JO. C'est ça. Et que j'existe pour nager. Et tout à coup, on m'enlève ça. Et moi, qui ne connais pas Dieu et tout ça, j'ai plus rien en fait. Et puis, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait que je suis tombée dans la dépression. Donc, j'avais des idées noires tout le temps. Je ne trouvais plus aucune raison de vivre, tout simplement. Et puis, après la dépression, s'en est suivi l'anorexie mentale. Donc, ce que j'ai réalisé, c'est que j'ai répercuté ma manière de fonctionner dans le sport, c'est-à-dire planifier tout, parce que mon emploi du temps était vraiment... Tout était sous contrôle, quoi. Enfin, je croyais du moins. Et du coup, je nage à telle heure, je fais ça à telle heure, je fais mes devoirs, je retourne nager, Et en fait, ça, comme ce quotidien sportif de haut niveau, il a disparu, il fallait que je le greffe sur autre chose. Il fallait que je contrôle autre chose. Et du coup, j'étais là comme la nourriture. Tu vois. Et en fait, j'ai toujours grandi dans une famille aussi qui a eu beaucoup d'intérêt pour la nourriture. Ma maman, elle aime beaucoup bien manger et toutes ces choses-là. Donc, j'avais énormément de connaissances de quels nutriments prendre où, qu'est-ce qui apporte des minéraux, qu'est-ce qui apporte ci, qu'est-ce qui apporte ça. Et du coup, je suis rentrée dans un truc où j'ai greffé tout ce système de fonctionnement sur la nourriture et j'ai commencé à planifier mes prises alimentaires.
Et en fait, en même temps que ça, j'ai voulu me soigner de la maladie de Lyme moi-même parce que je savais qu'il y a plusieurs personnes qui avaient été guéries par le jeûne. Et du coup, ces deux trucs qui se sont un peu mis ensemble. J'ai commencé à jeûner pour pouvoir guérir de cette maladie. Et en même temps, je planifiais mes prises alimentaires parce que le sport de haut niveau, je l'avais plus, puis il fallait autre chose. Mon quotidien, c'était juste l'enfer, quoi. Et ça a duré 2 ans et demi, en fait. Sur 2 ans et demi, j'ai perdu une vingtaine de kilos, mais très subtilement, dans le sens, c'était pas tout d'un coup, tu vois. Donc, c'était un peu comme une mort lente, quelque part, où j'aurais eu envie de me suicider, mais j'ai pas le... Enfin, je me disais, dans ma tête, en vrai, je me disais, je peux pas faire ça à mes parents. Et je pense que d'une autre manière, je voulais juste disparaître subtilement. À petit feu. À petit feu, sans que personne se rende compte. Incroyable. Ça a commencé comme ça, ouais, une vingtaine de kilos sur 2 ans et demi. Et puis, je me rendais pas compte, en fait. Mes parents, ils avaient beau me dire, mais c'est comme si, je sais pas, j'entendais pas. Et je continuais à faire mes planifications et tout. Attends, juste une question, parce que anorexie, tu m'as dit anorexie mentale. Moi, je crois que l'anorexie, c'était genre pas manger, en fait. C'est pas vrai. Mais en fait, on fait souvent, on confond les deux. En fait, anorexie et anorexie mentale, c'est pas du tout la même chose. C'est quoi alors? Genre, anorexie, c'est par exemple, t'as une maladie comme, je sais pas, t'as le cancer par exemple. Il y a des maladies que t'as qui te coupent l'appétit. Tu sais, où t'as plus faim, t'as plus envie de manger. Et en fait, ça, c'est de l'anorexie dans le sens où tu as ce sentiment-là de plus avoir envie de manger. L'anorexie mentale, c'est moi-même, je me prive d'alimentation, c'est-à-dire que je vais à l'encontre de ce que je ressens. En réalité, j'ai hyper faim, mais je me prive de manger. C'est pour ça que c'est mental, c'est une décision qui part de là. En fait. Tu te punis. Wow. Donc c'est complètement différent, tu vois. Souvent, on confond les deux. En réalité, qu'est-ce que je voulais aussi faire? C'était punir mon corps. De lui dire, mais... T'as pas réussi. T'as pas réussi, tu m'as fait souffrir là, alors qu'en réalité c'est moi qui l'ai fait souffrir. Ah ouais. Tu m'as fait souffrir, maintenant je vais t'imposer un truc de ouf, tu vois, et puis je vais te faire taire parce qu'en réalité je voulais pas l'écouter. Parce que ça faisait un moment qu'il m'envoyait des signaux, eh oh, j'ai mal, eh oh, je suis fatiguée, eh oh. Puis moi j'étais là comme, je le mettais de côté. Puis au bout d'un moment il a juste hurlé, et puis qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai encore plus réprimé, quoi. J'ai dit non mais tais-toi. Et du coup, j'ai arrêté de manger. Ce qui vient avec l'anorexie mentale aussi, c'est forcément tes neurones ils sont moins bien alimentés, mais tu as aussi cette sensation de t'es un caillou en fait. T'es vide. Donc on peut te dire la pire nouvelle qui soit ou la meilleure qui soit, ça te fait genre rien. T'es complètement insensible en fait à tout. Tu ressens plus rien, t'as plus d'émotions, tu pleures plus. T'as plus de joie, c'est comme un zombie. Ouais, exactement, t'es vide en permanence. Du coup, c'est très difficile d'accéder, que des gens puissent accéder à ton cœur, en fait, parce que t'es juste blindé, puis tu vois rien. Et moi, mes parents avaient beau me dire des choses, j'étais là, je voyais rien. Jusqu'au jour où mon père, il m'a emmené faire une prise de sang à l'hôpital, et puis j'avais aucune carence parce que j'avais tellement de connaissances dans l'alimentation que je savais dans quoi puiser les choses, ce qui fait que j'étais juste sur le fil, donc j'étais hyper maigre, mais j'avais tous les apports. Donc pour moi c'était comme, personne ne peut m'hospitaliser parce que de toute façon la prise de sang est très bonne, donc il n'y a aucun problème en fait. Et j'ai commencé plutôt continuer à mettre cette espèce de déni, de dire mais non mais en fait ça va. Puis en réalité je réalisais que j'avais un problème dans le sens où j'avais un mal-être que j'arrivais même pas à exprimer et qui était présent et j'avais aucune envie, raison de vivre, joie de vivre, rien quoi. Donc ça faisait 2 ans et demi et puis un jour il y a une amie à ma maman qui est chrétienne. Je sais même plus comment je me suis retrouvée à faire une balade avec elle parce qu'elle habitait vers chez nous. Et puis je sais que ma maman elle allait à des petites réunions, bien qu'étant pas chrétienne, elle allait à des petites réunions avec cette amie biblique ou comme ça, mais dans le sens par intérêt. Et je sais que pendant tout ce temps, ils ont prié pour moi. Mais ça, je l'ai su après, en fait. Wow. Et ils priaient pour moi parce que ma mère était désespérée de la situation, elle savait pas quoi faire. Puis du coup, je vois cette amie à ma maman et puis je lui parle de ma situation. Je lui dis, écoute, ça fait 4 ans que je fais des études là dans le sport et en psychologie, puis j'en peux juste plus et j'ai bientôt fini mes études, mais j'ai un dilemme en fait, c'est est-ce que je me fais hospitaliser maintenant
parce que j'étais consciente que j'avais besoin d'aide en fait. Ou est-ce que j'attends la fin de mes études, sachant que si j'attends la fin de mes études et que je réussis mon diplôme, je vais jamais le faire en fait. Et puis entre deux, j'ai vu un psychiatre qui travaillait avec mon papa. Et en fait, il m'a emmené le voir et ce psychiatre, il m'a vraiment confrontée en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte que la maladie que vous traversez, il m'a dit c'est pire qu'un cancer parce que c'est dans la tête en fait. Tu te bats contre toi-même. T'es même pas en train de lutter contre une maladie dans ton corps et de dire je dois me positionner et puis tout ça, mais c'est contre toi en fait. Et puis cette phrase-là, ça m'a comme percutée et je dis ouais mais en fait c'est grave quoi. Je me bats contre moi-même. Puis il était là, en fait vu que j'avais passé 18 ans, il pouvait pas m'hospitaliser sans mon accord en fait. Et du coup il m'a dit on se donne rendez-vous dans 2 mois. Et si dans 2 mois je vois que vous n'avez pas repris de poids, on procédera à une hospitalisation et tout ça. Et puis moi j'étais là, moi je vais reprendre du poids, je vais y arriver. Enfin, je continuais un peu déterminée. Du coup je dis je vais reprendre du poids, je vais refaire mes études là tout ça. Puis en fait j'ai pas réussi. Et du coup après avec cet ami-là on se baladait puis je lui expliquais toute cette situation. Puis en fait je rends tellement gloire à Dieu parce qu'elle a eu tellement de sagesse dans sa manière de me répondre, parce qu'elle aurait pu prendre la place du sauveur. Aujourd'hui, des fois, quand on voit des gens qui sont pas bien, on est là, qu'est-ce que je peux faire? Enfin, dans le sens, des fois, on peut prendre la place de Dieu sans s'en rendre compte, en fait. Pourtant, j'étais tellement mal, mais elle m'a dit, mais tu sais, Charlotte, moi, je peux pas t'aider, en fait. Mais la meilleure chose que je peux faire, c'est prier pour toi, mais je peux pas t'aider. Il y a que Dieu qui peut te dire quelle décision tu dois prendre. Et du coup, là, elle a juste prié, mais genre 5 secondes. Moi, j'étais là, ok, vas-y, prie, j'y croyais même pas. J'étais là, de toute façon, j'ai tout essayé, j'étais passée par l'hypnose, tous les trucs, les pires qui soient occultes, là. Et puis là, elle me dit, je peux prier. Je dis, vas-y, prie. De toute façon, peut-être ça changera quelque chose, mais... Et donc, elle a prié pendant 5 secondes. Le lendemain, elle m'a emmenée, je repartais à l'université, dans un petit train, le petit train qui descend de la montagne, parce que j'habitais à Chamonix. C'est le petit train rouge touristique qui redescend jusqu'en bas, à Martigny en Suisse, puis c'est un train, il n'y a personne hors saison, genre en novembre c'est vide quoi. Et en fait je suis rentrée dans le train, puis je me suis affalée sur le siège, j'étais hyper fatiguée, puis je vois un petit feuillet de la bonne semence sur le bord. Je dis c'est quoi ça et tout, alors je commence à lire, puis en fait c'était tout ce qui m'arrivait et j'étais genre non. J'ai relu au moins, je sais pas combien, 2-3 fois, j'étais mais c'est pas possible. Puis ça proposait une solution, genre Jésus est la solution pour toi, tu vois. Mais tout ce que ça décrivait avant, c'était ma manière de penser, cette manière de voir le monde qui est plongé dans le mal. Je crois que le titre du feuillet, c'était « Le monde est plongé dans le mal, mais Jésus dit « Moi, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres. » Et en fait, j'étais là. Ça racontait une petite histoire, et puis tout à coup, ça m'a fait un peu comme... je pense toujours à Paul sur la route de Damas, tu sais, genre « Schlac !» Ça m'a fait révélation, puis c'était comme... J'entendais tout à coup Dieu et il me disait « Mais Charlotte, je t'ai sauvée et je t'ai guérie. » Et là, j'avais une joie, mais surnaturelle. J'étais comme ça, toute fine, toute mince et tout. J'étais pas encore guérie dans le sens physique du terme, mais dans mon cœur, j'étais comme « Je suis sauvée, je suis guérie. » Et j'étais trop contente. Et puis là, j'ai reçu tout ce qu'il fallait que je fasse, mettre en œuvre. Dans la même journée, j'ai reçu pendant le trajet en train. Wow. C'était hyper clair et c'était tellement pas de moi parce que j'avais tellement pas envie de faire ça. Du coup, j'étais là, aïe, comment je fais? Je sentais Dieu qui me disait, écoute, maintenant tu vas arrêter tes études. Et moi, j'étais là, non, mais c'est le seul truc qui me reste, genre, je peux pas arrêter mes études. Après, il me dit, tu vas te faire hospitaliser, donc tu vas appeler une clinique spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire, une clinique psychiatrique, et tu vas te faire hospitaliser. J'étais là. Ok. J'avais pas du tout envie non plus parce que ça voulait dire reconnaître que j'ai besoin d'aide, que je suis malade, toutes ces choses-là. Et donc j'étais là, en fait Dieu il nous laisse toujours le choix. Donc j'étais là, mais je viens de rencontrer Dieu, il vient de me sauver. Moi j'ai juste envie de le suivre en fait. Du coup ni une ni deux, je suis arrivée à l'université et puis j'ai annoncé mon départ comme ça, genre le jour J. Je suis retournée chez moi, j'ai fait tout ça sans dire à personne. Même pas à cette amie chrétienne qui avait prié pour moi, je lui ai dit juste après. Et puis je suis rentrée chez moi, il n'y avait pas mes parents, et là j'ai pris le téléphone, puis j'ai appelé une clinique spécialisée là-dedans, dans les troubles alimentaires. Et puis c'était hyper dur pour moi parce que ça arrive jamais que des personnes qui sont dans les troubles du comportement alimentaire, elles appellent elles-mêmes la clinique pour dire « je veux me faire hospitaliser » en fait. Et du coup c'était hyper dur pour moi parce que genre la personne qui était au bout du fil c'était comme vous êtes sûr que vous êtes dans les troubles, tu vois? Et moi j'étais là
Déjà, c'est super dur d'appeler, mais me dites pas ça, quoi. Vous faites combien de kilos? Elle me demande mon poids et tout. J'étais là, ah purée. Du coup, je lui dis tout ça, puis là, elle me dit, il y a 3 mois d'attente. Et là, je fais, aïe, aïe, aïe. J'ai tout lâché, j'ai plus des études, j'ai rien, je suis à la maison. Il faut que j'attende 3 mois. Je vais juste me laisser mourir, en fait, c'est pas possible. Je raccroche, décomposée. Et puis là, je vais voir cette amie chrétienne qui travaille dans une boutique. On va prier dans l'arrière-boutique et tout. Elle prie que Dieu lui ouvre une porte, tout ça. Je sors et même pas une semaine après, je reçois un coup de téléphone. Ah, il y a une place ce jeudi. J'étais là, non. Et du coup, je me suis fait hospitaliser. Et je suis partie en clinique juste avec 2 livres, la Bible et la cabane, je me rappelle. Mais j'étais vraiment déterminée à lire la Bible et puis à découvrir qui était Dieu, en fait. Parce que j'étais là, mais c'est qui Jésus? Pourquoi il m'a sauvée? Je comprends rien, en fait. Oui. Je savais rien, j'avais aucune base. Je n'étais jamais allée dans une église, jamais fait de caté, jamais rien. Et j'étais là, c'est qui ce Dieu qui m'a sauvée? Et en fait, au début, je lisais que les explications de la Bible parce que je comprenais rien. J'ai commencé la Genèse et puis j'étais là, mais je comprends rien, il faut m'expliquer les trucs. Du coup, je lisais ma Bible, tout ça. Et puis, en même temps, je suivais des formations sur le top chrétien qui m'apprenaient à apprendre à connaître Dieu, tout ça. Dieu me donnait des rêves, des songes. Je parlais toute la journée avec, c'était énorme. Et en fait, j'étais hyper heureuse d'être en clinique, mais à la fois, je me sentais pas légitime parce que je suis arrivée, j'étais vraiment dans la joie et j'étais là, purée, mais pourquoi j'ai cette place? Est-ce que je suis vraiment légitime d'être là? Et puis après, Dieu m'a parlé là-dessus et puis c'était ma place, mais c'était dur au début de dire, mais en fait, je suis sauvée, je suis guérie, puis qu'est-ce que je fais là en fait? Après, du coup, j'ai commencé, à peine une semaine, j'étais là-bas. En fait, j'ai commencé à écrire tous les jours dans le but de faire un livre que j'ai publié il y a 2-3 ans maintenant. Et j'étais déjà dans cette optique d'aider, en fait. Je voulais aider les personnes qui étaient là-dedans. Du coup, le livre, chaque fois que j'écrivais, c'était pas en mode je noircis le papier pour écrire ma souffrance et tout ça, mais c'était genre, qu'est-ce que je peux faire pour aider les gens? Puis à la fois, je décrivais authentiquement ce que je traversais parce que ça veut pas dire que je venais de rencontrer Dieu et que tout était réglé et tout était facile. Donc il y a des jours en clinique où c'était juste l'horreur, quoi. J'arrivais pas. Il y a des fois où c'est hyper dur après de réguler l'alimentation. Des fois où je mangeais trop pendant les repas. Après j'étais pas bien. Après j'étais là, comment je vais faire? Enfin, j'avais des envies subites de choses dont je m'étais privée, style de chocolat pendant 2 ans. J'avais trop envie de chocolat, donc je mangeais que du chocolat. Enfin, c'était vraiment pas facile ces temps en clinique. Et puis moi j'étais déterminée quand je suis rentrée, j'ai dit à mes parents et au psychiatre aussi, parce que je le voyais tous les jours, j'avais une séance par jour. Je disais, mais en fait moi je suis prête à rester là le temps qu'il faut, si je dois rester 1 an ou 2 ans. Je savais que la durée moyenne d'hospitalisation était très longue pour ce genre de maladie. Et j'étais là, de toute façon j'ai tout lâché, moi je veux repartir de zéro et je veux faire les choses bien, tu vois. Et mes parents, ça les a un peu choqués dans le sens, ils étaient là, mais t'as toujours fait tes propres forces, en 1 mois c'est bon, tu vas te sortir et tout. J'étais là, non. Et grâce à Dieu, en 4 mois, c'est sorti, quoi. Wow. Il m'a guérie, j'ai repris mon poids, donc j'ai repris 20 kilos. Waouh, en 4 mois. En 4 mois. J'ai repris 20 kilos, mais de manière sans maltraiter mon corps, tu vois. Ouais. Sans être dans des crises ou dans des trucs. Parce que souvent, quand tu as été dans l'anorexie mentale, quand tu retrouves un mode de vie normal dans l'alimentation, tu passes par une phase de boulimie, où tu te fais anorexie-boulimie, donc tu te fais vomir, machin. Et puis moi, je voulais pas ça. Et puis j'étais là, est-ce qu'on peut faire autrement? Et le psychiatre était là, mais la lutte contre la boulimie, c'est de ne pas te priver de ce dont tu as envie. Sauf que vu que tu es dénutrie et que tu n'as pas encore ton poids, en fait, tu as tout le temps faim. C'est hyper dur. Donc moi, ce que je faisais, j'avais cette phrase dans ma tête tout le temps et j'étais là, ok, dès que j'ai envie de quelque chose, je vais manger. Et puis tant pis, en fait. Et du coup, entre les repas, des fois, il arrivait que je mangeais un repas, 1 heure après, j'avais faim et j'étais là, je mangeais ce que j'avais envie de manger. 1 heure après, j'avais encore faim. Et en fait, comme répondre aux besoins de mon corps, parce qu'il le demandait, ça a rétabli un équilibre sans que je passe par des phases horribles de crise ou de se faire vomir, de trop manger, de pas assez manger. Je t'invite à liker la vidéo, à la partager si ça t'a fait du bien et à t'abonner à notre chaîne TVNFR.